De l'éveil à la conscience, une conversation avec Eric Dubay par John Doe. Eric, c'est un véritable honneur de parler avec toi. Ton travail a joué un rôle déterminant dans mon propre éveil à la vérité sur notre monde. Et je sais que d'innombrables personnes ressentent la même chose. Aujourd'hui, je souhaite explorer ton parcours, tes idées et la direction que prend le mouvement à partir de maintenant. Excellent, ça a l'air bien, merci. Peux-tu nous parler de ton propre éveil? Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux sur la possibilité que nous ne vivions pas sur une boule en rotation? Y a-t-il des personnes ou des œuvres qui ont influencé celui-ci? Absolument. En grandissant, j'ai reçu l'éducation scolaire publique américaine typique, y compris ce que j'appellerais aujourd'hui l'endoctrinement héliocentrique typique du globe. Lorsqu'on m'a présenté pour la première fois le concept d'une Terre sphérique en rotation suspendue dans l'espace, je me souviens très bien avoir levé la main en classe et demandé au professeur comment il était possible que tout et tout le monde ne s'envole pas ou ne tombe pas de la boule. L'idée que les gens puissent se tenir à 360 degrés autour d'une boule géante en rotation me semblait tout simplement absurde. L'horizon était toujours plat lorsque je l'observais et le monde ne donnait jamais l'impression de bouger. La réponse du professeur, qui se résumait en un seul mot, était censée supplanter mon bon sens et mon expérience du monde. Il s'agissait de la gravité, une force mystérieuse suffisamment puissante pour maintenir les océans, les bâtiments et les habitants de la planète fermement collés à 360 degrés autour d'une boule en rotation, mais suffisamment faible pour permettre aux oiseaux, aux insectes, à la fumée et aux ballons à hélium de s'élever et de voler sans difficulté. À l'époque, cette explication ne m'a jamais vraiment semblé logique et j'ai gardé un doute persistant sur le modèle du globe héliocentrique jusqu'à mes 20 ans. Lorsque ma curiosité m'a poussé à chercher en ligne et ailleurs tout ce que je pouvais trouver sur le géocentrisme et la Terre plate. Après avoir démasqué la désinformation de la Flat Earth Society, j'ai réussi à trouver de nombreux ouvrages authentiques, époustouflants et révolutionnaires, écrits par des partisans de la Terre plate dès le milieu du XIXe siècle. Leur lecture a été pour moi un véritable coup de maître. Parmi les livres et auteurs que j'ai lus et que je recommande, on trouve « La Terre n'est pas un globe » de Samuel Robotham, « Synthétique cosmogonie » de Thomas Winship, « Terra Firma » de David Wardlaw Scott, « Sans preuve que la Terre n'est pas un globe » de William Carpenter, « La Terre tourne-t-elle? Non » de William Edgell, « Heaven and Earth » de Gabriel Henriette, « King's Dethroned » de Gerard Hickson, The Enlightenment of the World de John Abizade, et bien d'autres encore, trop nombreux pour être tous listés. J'en ai converti la plupart en PDF et en livre audio, accessibles gratuitement sur ericdubay.com. Parmi toutes les preuves que tu as recherchées et partagées, quelles sont les trois que tu trouves personnellement les plus indéniables? Je dirais que la première preuve irréfutable que la Terre n'est pas une boule qui tourne réside dans la physique naturelle de l'eau. Tous les plans d'eau stagnantes, des baignoires et piscines aux étangs et lacs sont parfaitement de niveau, ne présentant aucune déviation de hauteur à aucun point d'une extrémité à l'autre. Les molécules d'eau sont physiquement incapables de s'empiler sur elles-mêmes. Il est donc physiquement impossible que des masses d'eau stagnantes présentent une convexité ou une forme quelconque à leur surface. Le modèle du globe terrestre contredit cette propriété physique démontrable de l'eau, en affirmant que les rivières, les étangs, les lacs et les océans de la Terre s'incurvent tous autour d'une boule. La deuxième preuve irréfutable que la Terre n'est pas une boule en rotation est l'horizon horizontal observé depuis le niveau de la mer par le hublot de votre avion à une altitude aussi élevée que celle des fusées et des ballons amateurs. L'horizon reste plat à 360 degrés, quelle que soit l'altitude, et s'élève jusqu'au niveau des yeux de l'observateur. Si la Terre était un globe et que l'horizon correspondait à la courbure de ce globe, comme on nous l'enseigne, l'horizon ne s'élèverait pas avec l'altitude, mais resterait par nécessité fixe et descendrait bien en dessous du niveau des yeux à mesure que l'on s'élève. La troisième preuve irréfutable est la photographie et les observations à longue distance. Si la Terre est réellement un globe de 40 000 km de circonférence, comme on le prétend, une courbure observable et mesurable doit être présente. À seulement 5 km, la courbure devrait déjà atteindre 1,80 m, et les chiffres augmentent exponentiellement à partir de là, comme vous pouvez le constater en saisissant la hauteur de votre observateur, la hauteur et la distance de votre cible dans un calculateur de courbure. Les vastes distances de visibilité des phares en mer, les montagnes lointaines observables par temps clair, et les centaines de kilomètres d'horizon plat visibles en haute altitude détruisent complètement le mythe selon lequel la Terre serait une boule de 12 800 km de diamètre.
Tu as effectué des recherches approfondies sur la NASA et d'autres institutions. Quelle est, selon toi, la véritable raison pour laquelle on nous cache la vérité sur notre Terre? Tout d'abord, il convient de noter que la NASA et d'autres programmes spatiaux gouvernementaux sont financés par l'argent des contribuables de leurs pays respectifs. Autrement dit, ces agences spatiales gouvernementales reçoivent chaque année des milliards de dollars, mais leurs populations sont contraintes de les payer. La NASA, elle seule, reçoit environ 24 milliards de dollars de l'argent des contribuables américains chaque année, soit plus de 65 millions de dollars par jour. Cela fait de la NASA et des autres agences spatiales gouvernementales l'un des plus grands budgets trous noirs existants, engloutissant des milliards de dollars au fil des décennies, juste pour nous offrir une multitude de fusées lancées dans l'océan et des dessins animés en images de synthèse de la télévision. Cependant, au-delà de sa simple source de revenus, le concept même d'espace, ainsi que la Terre et le prétendu Big Bang, ont créé et promu une vision du monde nihiliste et matérialiste, où toute idée de Dieu ou de dessein intelligent est éliminée et remplacée par des coïncidences fortuites. Au lieu que les humains aient été créés intentionnellement par un créateur déterminé, au lieu que la Terre ait été conçue intelligemment par un concepteur intelligent, on nous dit que la vie, la nature et tout le reste sont apparus pour rien et par accident. Cette théorie de l'évolution antidivine, antispirituelle et matérialiste est enseignée comme une vérité d'évangile dans les écoles du monde entier et est fermement protégée par l'infaillibilité de la science depuis plus de 150 ans. On enseigne aux enfants que nous sommes issus du néant sans raison et qu'un jour le soleil brûlera, nous tuant tous et détruisant tout ce que nous avons construit. Ce récit fataliste, nihiliste et matérialiste de création et de destruction a fabriqué une véritable religion athée qui se fait passer pour une vérité scientifique. Un tel paradigme athée, nihiliste et matérialiste anéantit spirituellement le croyant, tout en renforçant et en enhardissant son ego. Car sans but supérieur, chacun n'est qu'un accident et tout finira avec le soleil qui se consumera. Seul compte réellement les plaisirs hédonistes et la consommation. Ce terrain devient alors fertile pour de nouvelles tromperies, car les personnes déracinées de leurs véritables origines et dotées de fausses orientations peuvent être menées n'importe où. Quelle est la carte de la Terre plate qui résonne le plus en toi, entre la carte Gleason, que tous les platistes connaissent, et la carte de la Lune Plasma de Vibes of Cosmos? Plutôt que de promouvoir une carte ou un modèle particulier de la Terre plate, j'ai toujours prôné une exploration indépendante et complète afin que nous puissions constater par nous-mêmes. De nombreuses cartes montrent des terres supplémentaires au-delà de l'Antarctique avec davantage de continents et d'océans, mais tant que le traité sur l'Antarctique ne sera pas aboli et que notre droit naturel de parcourir le monde ne sera pas rétabli, nous ne pourrons compter que sur des spéculations et des oui-dire. Chacune de ces cartes, qu'il s'agisse de l'étrange carte Terra Infinita, de l'ancienne carte bouddhiste ou de la nouvelle carte de la Lune Plasma, présente des nombres, des formes et des positions de continents totalement incohérentes les unes par rapport aux autres. Même si l'une d'entre elles était exacte, la seule façon de confirmer ou d'infirmer ces affirmations serait de procéder à une exploration indépendante complète de l'Antarctique et au-delà. En attendant, les cartes les plus précises dont nous disposons sont celles qui ne présentent pas de terres supplémentaires non confirmées, jamais vues. Les cartes de Gleason, de Hammond et d'autres cartes azimutales équidistantes représentent la Terre plate d'une manière plus proche de la réalité que tout ce qui existe actuellement. Je dirais que ces cartes contiennent probablement des inexactitudes, et je tiens à préciser que je ne les utilise qu'à des fins de visualisation et d'approximation. Mais si je devais choisir, je dirais sans hésiter que ce sont les meilleurs. Quel type de réaction négative, de pression ou de menace as-tu subi au fil des années de la part des médias, des plateformes en ligne, de tes proches ou d'autres personnes? Quel a été le prix le plus élevé que tu aies dû payer pour suivre cette voie? As-tu déjà eu envie d'abandonner, de renoncer à la lutte? J'ai effectivement reçu des menaces de mort, dont certaines ont été publiées sur mon blog, mais la plupart du temps, j'ai été fortement censuré et ridiculisé. Mon contenu a été banni de nombreuses plateformes au fil des ans, et même aujourd'hui, je suis en shadow banning. La théorie de la Terre plate est minimisée dans les algorithmes et les chaînes grand public qui dénoncent et prétendent démystifier mon travail bénéficient d'une large promotion. Dans ma vie personnelle, j'ai perdu des amis et des membres de ma famille à cause de mon travail. La dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, par exemple, c'était le jour de mon anniversaire, il y a des années.
alors qu'elle sortait de chez moi après avoir regardé mon documentaire sur la Terre plate, Level. Elle trouve mon scepticisme et mes recherches alternatives si offensants pour elle qu'elle préfère ne jamais me voir plutôt que d'engager le dialogue. Quoi qu'il en soit, la vérité et l'intégrité sont mes idéaux les plus élevés, donc même la perte d'amis et de membres de ma famille ne m'a jamais donné envie d'abandonner ou de renoncer au combat. Si la Terre est vraiment différente de ce que l'on nous enseigne, crois-tu que d'autres vérités fondamentales sur les êtres humains nous sont encore cachées? Il est certain, et j'en ai parlé dans plusieurs de mes livres au fil des ans, qu'il existe bien d'autres choses que le monde qui sont enseignées comme des réalités, mais qui ne sont rien d'autre que de simples mythes. Le Big Bang, l'évolution, les dinosaures et les armes nucléaires, par exemple, sont tous largement considérés comme réels et légitimes. Mais mes recherches ont révélé qu'ils ne sont que des mythes et des mensonges bien construits. Il existe d'autres canulars historiques dont je ne peux même plus parler ouvertement sur Internet sans être immédiatement banni, et j'en parle par expérience. La Terre plate est peut-être la mère de toutes les conspirations et le plus gros mensonge jamais vendu. Mais ce n'est certainement pas le seul. Le terrier du lapin conspirationniste est profond et ramifié, et il faut une grande diligence et un esprit perspicace pour trouver la vérité. En parlant de l'indicible, et pour rester dans les codes, lorsqu'on atteint le fond de tous les terriers du lapin, on a tendance à trouver que le T de rabbit est muet. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'un individu commence à remettre en question les récits officiels, alors que d'autres, confrontés à la même information, choisissent de rester dans l'ignorance? Cette question évoque toujours deux citations similaires à mon esprit. La première de F. Scott Fitzgerald et la seconde d'Aristote. Le signe le plus authentique de l'intelligence est la capacité à envisager simultanément deux idées contradictoires. Et c'est la marque d'un esprit cultivé que de pouvoir envisager une pensée sans l'accepter ou la rejeter immédiatement. Pour apprendre quelque chose de nouveau, il est essentiel de suspendre temporairement son incrédulité, tout en assimilant des informations alternatives. La principale différence que je vois entre ceux qui sont capables de remettre en question les versions officielles et ceux qui choisissent de rester dans l'ignorance réside dans ce biais cognitif que beaucoup de gens manifestent envers ce qu'ils apprennent en premier. Une fois qu'on leur a enseigné quelque chose à l'école, qu'ils l'ont entendu à la télévision, qu'une explication officielle leur a été donnée par une figure d'autorité, ils y croient sans réserve, sans laisser place au scepticisme, ni à l'analyse critique. Oubliant qu'il y a toujours deux ou plusieurs versions d'une histoire, ils sautent aux conclusions et défendent obstinément leur position initiale, plutôt que d'assimiler ouvertement les nouvelles informations. Au fond, ils refusent d'admettre qu'ils peuvent avoir tort et continuent donc à multiplier les explications démenties plutôt que d'envisager de nouvelles possibilités. Ton dernier livre, Le syndrome de Stockholm spirituel, est sorti aux États-Unis en février et en France en juin 2025. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Ces dernières années, j'ai mené des recherches rigoureuses et réfléchies sans relâche à un sujet connu sous le nom de théorie du piège de la réincarnation de l'âme. Cette idée m'a profondément touché, car elle apporte des réponses uniques à des questions plutôt obscures que la plupart des religions et systèmes spirituels ont tendance à éluder. En croisant les anciennes croyances gnostiques et cathares avec les livres des morts égyptiens et tibétains, ainsi qu'avec les récits modernes et historiques de la réincarnation et des expériences de mort imminente, une vision de la création et de l'au-delà bien différente et bien plus sombre que ce que la plupart osent envisager émerge. Agnostique de longue date, j'ai abordé la spiritualité et la métaphysique avec la même aisance qu'un détective, recueillant sans cesse de nouvelles informations, recoupant les analyses pour déceler les similitudes ou les incohérences, et affinant constamment ma compréhension, sans parvenir à des conclusions définitives. C'est cette approche qui m'a permis de comprendre l'importance et la pertinence du sujet du piège de la réincarnation. Grâce à elle, j'ai pu écrire le livre Syndrome de Stockholm spirituel comme un roman policier métaphysique. Mon objectif était d'aider les lecteurs à appréhender cette question très complexe, de présenter les preuves et les solutions possibles. À en juger par les premières critiques, je suis heureux de constater que les lecteurs partagent cet avis. Où vois-tu le mouvement de la Terre plate dans les 5 à 10 prochaines années, et quel avenir envisages-tu pour l'humanité si elle ne commence pas à remettre en question ses fondements actuels?
Depuis le renouveau du mouvement de la Terre plate il y a seulement 10 ans, nous avons réussi à faire passer un sujet marginal, quasiment inexistant en ligne, à l'un des principaux termes de recherche Google. Nous sommes passés d'une situation où personne ne connaissait quelqu'un qui croit sincèrement à la Terre plate, à une situation où chacun a au moins un ami ou un membre de sa famille qui est désormais platiste. Des sondages récents aux États-Unis montrent que jusqu'à 10% des Américains, et au Brésil 20%, sont désormais platistes. Cela représente environ 70 millions de nouveaux adeptes de la Terre plate, rien que dans ces deux pays. Le mouvement de la Terre plate a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, et j'ai l'intention de contribuer à maintenir cette trajectoire, jusqu'à ce que le mythe du globe héliocentrique, ainsi que toute la fausse science et les charlatans qui la soutiennent, soient anéantis par le poids de leur propre tromperie. Sinon, si nous enfonçons la tête dans le sable et laissons cet élan s'essouffler, ces psychopathes riches, puissants et mégalomanes, qui ont perpétué cette tromperie et tant d'autres, fermeront la porte de leur nouvel ordre mondial, nous enfermant tous à l'intérieur. En regardant en arrière, de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours? Et qu'espères-tu que les gens gardent comme souvenir de toi et de ta contribution à cet éveil? Je suis fier d'avoir été le catalyseur d'un mouvement mondial pour la Terre plate, dont la croissance est exponentielle et qui, je l'espère, constituera un jour le talon d'Achille du nouvel ordre mondial. Car une fois que notre véritable cosmologie est révélée, la vérité sur ces quelques familles d'élites et sociétés secrètes qui nous ont caché cette réalité pendant des siècles le sera aussi. Cette prise de conscience à grande échelle pourrait inaugurer une nouvelle ère de lumière et mettre fin à la dérive tyrannique actuelle vers une dystopie orwellienne. J'espère que les gens se souviendront de moi comme d'un homme compatissant, honnête et intègre, qui a découvert la mère de toutes les conspirations, a enduré des moqueries sans fin pour faire passer le message et a fait ce qu'il pouvait pour dénoncer les faits. Eric, merci encore, non seulement pour cet entretien, mais aussi pour tout ce que tu as fait pour ouvrir les esprits. Ton travail a changé ma vie et je sais qu'il continuera à le faire pour d'autres.